Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Epoca au sein d'un de nos studios, le studio Victoire. Vous avez vu dans le petit clip d'introduction que nous avons des solutions pour faire ce type de format d'émission télé. Je suis Alain Damon, j'anime au sein de l'agence Epoca l'expertise marque employeur et RH. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour passer 45-50 minutes pour discuter de ce sujet complexe mais éminemment passionnant. Comment peut-on reprendre la main sur le marché de l'emploi? Comment les entreprises peuvent-elles développer des marques employeurs plus différenciantes, plus efficaces? C'est pas évident et on va essayer, au travers de ces échanges, d'identifier les principaux enjeux et puis surtout de parler de solutions les plus concrètes possibles. On n'a pas de martingale, je disais c'est compliqué, mais il nous semble qu'il y a des réflexes à avoir et de solutions à imaginer pour gagner cette bataille, parce qu'il s'agit vraiment d'une bataille de la marque employeur dans un marché où le rapport de force, on va en reparler, c'est évidemment inversé entre candidats et entreprises. Je suis accompagné de deux personnes pour muscler et enrichir ces échanges. Emmanuel Semo, bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Tu es directeur général fondateur de VL Media. Alors, en quelques mots, on en parlera bien sûr, VL Media. Groupe de médias et d'événementiels innovants dédiés aux 17-24 ans. Nos clients sont les écoles, les universités et les entreprises qui cherchent à atteindre les jeunes de manière innovante. Évidemment, on va en reparler. On parlera aussi des jeunes. Et puis, on a une deuxième personne qui est en train d'arriver éminemment sous peu. Ce n'est pas le bon moment pour traverser Paris, qui est Fatal Acharef, qui est DRH du groupe Colisée, qui est un groupe de maisons de retraite et d'EHPAD, et qui nous apportera lui aussi sa perspective. Pour le coup, il est en plein dans un sujet de réputation employeur et de tension de recrutement sur certains métiers. Je vous propose de travailler en deux grandes parties. D'abord, on va essayer de parler un tout petit peu des audiences, des candidats qui ont beaucoup changé, essayer de mieux comprendre ce qu'ils ont en tête, essayer de cerner ce qui les motive, ce qui les fait bouger. On va se focuser sur les 17-25, sur les jeunes, sur les étudiants, sur les diplômés, sur cette génération Z qui n'est pas facile à comprendre. Et on va aussi essayer de rebondir, de challenger, de débugger des thématiques ou des affirmations qu'on entend très souvent sur les jeunes. Et puis avec toi Emmanuel et avec Fatala, on fera un petit tour de table pour savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur un certain nombre de choses qu'on dit sur cette génération-là. Première partie donc. Et puis la deuxième partie, à partir de là, bien sûr, on va essayer de creuser des grandes tendances. On en a 5 sur la marque employeur. On va illustrer ça d'un certain nombre d'exemples pour vous montrer ce qu'on juge être parfois des best practices sur les enjeux principaux et les solutions à mettre en place pour reprendre la main sur la marque employeur. Alors, je vais débuter, on parle des jeunes. Je vais débuter par un premier slide, si on peut lancer le slide en régie. Alors, pardon, la plupart des slides seront plus légers que celui-ci, mais je pense que c'est intéressant de passer quelques minutes dessus. Nous menons chez Epoca depuis 10 ans désormais une étude qui est plutôt bien inscrite dans le paysage et que certaines et certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est entreprise préférée des étudiants et des jeunes diplômés. Depuis 10 ans donc, chaque année nous interrogeons près de 15 000 étudiants et diplômés sur 4 populations, les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les universités. Pour la première fois cette année, on est allé aussi sur les bacs et les bacs plus 2, parce que c'est évidemment une cible qui est très importante, sur laquelle les tensions de recrutement, on le sait, sont très compliquées. Et on mesure, depuis 10 ans donc, un certain nombre de choses. On mesure le rapport au travail, quels sont les critères de choix. Et puis on mesure aussi la réputation et l'attractivité employeur de 250 entreprises à peu près chaque année. Et je voulais juste passer une minute sur ce slide que j'appelle le slide de la confiance, qui est assez intéressant et qui pose la question toute simple. Est-ce que vous pensez, à donc ces étudiants de ces populations, que vous allez facilement trouver un boulot dans les 12 mois qui viennent? Et on le voit là, en fait, on revient au niveau de confiance qu'on avait avant le Covid, pour toutes les populations. Alors particulièrement pour les populations d'ingénieurs, c'est très haut, 88% des ingénieurs pensent qu'ils trouvent un boulot facilement. On sait bien que c'est une population extrêmement demandée, puis il n'y a pas assez d'ingénieurs en France. Mais on revient au même niveau. Donc qu'est-ce qui se passe? En 2020, c'est une chute assez terrible, beaucoup d'inquiétudes. 2021, ça commence à revenir, et puis 2022, on se dit on va y arriver. Voilà, quelles que soient les populations, on n'en a pas l'historique sur les bacs et bacs plus 2, et c'est inférieur, mais on fait le pari que c'est la même chose, on revient au niveau d'avant la crise. Je crois que ces étudiants, ils le voient, ces diplômés, ils le voient, ils ont le choix, ils reprennent la main, ils sont en position de force, et ça explique beaucoup, sans doute,
des comportements et des difficultés sur la marque employeur. Sur les ingénieurs, on estime à peu près 35 à 40 000 ingénieurs qui nous manquent chaque année en France, beaucoup de départs vers l'étranger et beaucoup de jeunes ingénieurs sont déjà embauchés avant la fin de leur diplôme en fait, avant qu'ils aient obtenu leur diplôme. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie tension sur les métiers de l'ingénierie en France, que ce soit d'ailleurs sur les très grandes écoles ou que ce soit sur les grandes écoles en règle générale. On accueille Fatala qui arrive juste, tu as eu des problèmes de transport. Fatala qui est DRH du groupe Colisée. Tu prends les choses en route, mais je sais que tu vas évidemment bien t'en sortir. Comme je disais, confiance maximum, position de force. Et donc ça explique sans doute que ces étudiants-là, ces jeunes, ont des comportements peut-être un peu différents de ce qu'ils pouvaient avoir. Alors, je représente les plus âgés dans cette salle par rapport à toi. On a un quart d'âge, Emmanuel, qui est conséquent. Moi, quand j'ai commencé ces métiers-là, et alors j'ai rien dit sur toi. Moi, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les parcours étaient assez simples. Et j'étais pas en position de force. Ça a bien sûr changé. Et puis, il y a plein de choses comme ça qu'on entend sur les jeunes, qu'on lit sur les jeunes. Le premier point, c'est qu'on lit... moi, le travail, c'est plus ça. Si je pouvais me passer du travail, donc on dit souvent, les jeunes, ils n'ont plus envie de travailler. C'est vrai ou pas vrai? C'est très différent. C'est-à-dire qu'ils ont une autre conception de la façon de travailler, c'est sûr. Ils sont beaucoup plus volatiles, ils restent moins longtemps dans les entreprises. Il y a moins la culture de faire carrière qu'il y avait avant dans les entreprises. Ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quand vous discutez avec les jeunes, nous, sur nos événements, on est des vrais thermomètres. On voit sur l'ensemble de nos événements les jeunes ce qu'ils nous disent et ce que les recruteurs nous disent. Ils voient la chose complètement différemment et surtout, ils sont très, très attentifs à l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ça, c'est hyper important aux valeurs que vont dégager les entreprises, que ce soit autour de l'écologie, que ce soit autour de tout ce qui va être du temps accordé, par exemple, à une association, à des choses un peu innovantes qu'on va mettre en place. Alors évidemment, la rémunération reste le critère principal, et je pense qu'on en reparlera, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça évolue, même tous les 2-3 ans, je dirais, les critères évoluent énormément des jeunes en fonction de ce qu'ils cherchent, c'est sûr, au niveau de l'emploi. Ils veulent toujours bosser, mais ils veulent bosser différemment. Ils veulent bosser différemment, c'est sûr. On parle des semaines de 4 jours. Alors, c'est pas forcément une majorité de jeunes qui sont forcément favorables à ça. Ils ne sont pas tous excités de ces nouvelles-là. Le télétravail, c'est pas forcément quelque chose qui, contrairement à ce qu'on pense, qui va faire que les jeunes sont forcément plus excités. Il y a aussi des jeunes qui préfèrent être dans l'entreprise plus souvent. Voilà, mais c'est sûr que les pratiques évoluent. Ils sont ultra attentifs à leur manager. Aujourd'hui, tu donnes un petit teaser, on va en reparler. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je partage. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Le fait que les jeunes aient un rapport au travail différent et avec notamment une sensibilité un peu plus poussée sur des questions équilibre vie pro, vie perso. En tout cas, moi, dans ce que j'ai constaté, c'est pas spécifique aux jeunes en réalité. Quel que soit aujourd'hui l'âge qu'on a dans l'entreprise, en tout cas, moi, de ce que je constate, ces aspirations de trouver du sens, d'être moins envahi dans la sphère personnelle par la sphère professionnelle, en réalité, c'est pas spécifique aux jeunes, c'est un mouvement, c'est un événement civilisationnel, excusez-moi, et c'est lié en réalité à la transformation de nos sociétés occidentales et lié notamment, et je pense que l'un des impacts importants également, c'est la facilité aujourd'hui avec laquelle on peut être amené à travailler, avoir accès à de la ressource, être joignable rapidement. Donc moi là-dessus, je suis plutôt nuancé en disant que c'est un phénomène sociologique et qui concerne toutes les tranches d'âge. Et ensuite, si on regarde par expérience aujourd'hui les aspirations des jeunes, là aussi... en fait, on a eu, après le Covid, on s'est tous dit, maintenant les jeunes veulent donner du sens à ce qu'ils font, ils veulent travailler pour des causes sociétales. Là, donc avant le Covid, il y a l'inflation. Je suis désolé, mais moi je commence à, après peut-être que je me trompe, mais je commence à sentir également un changement de curseur. Et ce qu'on a vécu après le Covid me paraît moins fort. Et je pense que
la crise globale que connaît le monde, l'inflation, les enjeux géopolitiques font aussi que les préoccupations et les centres d'intérêt sont en train de se déplacer. Et dernier élément concernant les jeunes, et tu me connais Alain, pour moi il faut distinguer aussi par classe sociale. Parce que je peux vous dire, et notamment là aujourd'hui travaillant chez Colisée avec une part importante de catégories de population non qualifiées, je suis désolé, tout ce qu'on lit dans la presse, je suis désolé, je vais encore un peu piquer, mais trouver du sens, etc. Oui, quand vous avez fait une grande école de commerce, que vos parents ont été en capacité de payer, etc., je peux vous dire que certains jeunes, et d'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion de croiser Saïd, même les aspirations en fonction de l'environnement dans lequel vous grandissez, elles ne sont pas les mêmes. Moi, je connais plein de jeunes dont l'aspiration première, on se le dit, le sens c'est important, mais ce n'est pas le premier truc. La première aspiration, c'est de rentrer dans le monde du travail, c'est avoir une rémunération qui rentre tous les mois et pouvoir avoir les conditions matérielles de lancer leur vie d'adulte. Oui, et puis il y a des métiers qui sont plus fonctionnels, ou en tout cas il y a un rapport au travail qui peut être fonctionnel et un peu moins aspirationnel. Nous, on travaille souvent sur ces problématiques-là et on va en reparler parce que c'est compliqué pour une marque employeur, pour un discours de marque employeur, d'être un peu chapeau, mais de raisonner aussi bien sur un cadre sup ou quelqu'un d'extrêmement diplômé qui veut changer le monde versus quelqu'un qui, à ce stade-là de sa vie, se dit, bon, bah voilà, c'est un boulot un peu alimentaire. Alors lié sans doute à ça, on dit beaucoup le CDI, c'est plus la panacée. Toi, tu vois ça aussi? Là, pareil, ça dépend des métiers. En Ouais. effet, si tu prends des candidats qui sont plutôt dans le secteur, par exemple, de la sécurité informatique, ou même sur des compétences, même en finance très pointues, c'est vrai que j'ai eu des candidats qui, clairement, m'ont exprimé leur préférence pour être en freelance ou en portage. En revanche, moi, en tout cas, dans ce que j'ai rencontré, ce n'est pas la majorité. Après, moi, je me dis, c'est d'ailleurs ce qui rend la chose passionnante, c'est que c'est très hétérogène. Et en fait, on ne peut pas dire le CDI, ça ne marche plus. Parfois, à des moments de vie, on se dit, il se trouve que le CDI ne me va pas parce que je n'ai pas envie de m'impliquer sur le long terme. Et puis des fois, en revanche, parce qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a eu des enfants, par exemple, on se dit le CDI, c'est un tout petit peu, c'est peut-être plus intéressant. Et il y a aujourd'hui, c'est vrai, par rapport à avant, une diversité des modalités de collaboration avec l'entreprise qui font que, oui, parfois, on va alterner du freelance, du CDD, du CDI ou de la mission. On continue. Bon, alors ça, on l'a couvert un tout petit peu. Le sens. Pardon, vas-y, Emmanuel. Si. Moi là-dessus, ça rejoint exactement ce que tu disais et je suis 100% d'accord. Quelles que soient les classes sociales, je pense, quoi qu'il arrive, c'est toujours le critère numéro 1 qui revient, c'est l'argent et les avantages liés au poste. Ça, c'est 100%. Alors, dans notre étude, justement, pardon, je t'interromps, mais on voit alors j'aurais pas le temps de le montrer aujourd'hui, on liste les critères de choix d'une entreprise. Le gagnant sur l'étude de l'année dernière, c'est la rémunération. Alors, pas que la rémunération, les avantages. Les avantages, il y a d'autres choses derrière. Mais on voit bien que ça monte. Mais pour nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que ça c'est commun. Mais ce que je disais juste, c'est qu'en fait, il y a une montée quand même quels que soient aussi les milieux, les jeunes regardent cet indicateur de sens et dans quoi les entreprises s'investissent, ils le regardent plus qu'ils le regardaient avant. Alors évidemment, peut-être c'est plus amplifié sur certaines catégories de métiers, mais ça c'est sûr qu'il y a des indicateurs qui regardaient pas avant, ou moins, et maintenant qui regardent beaucoup plus. D'où le fait justement qu'il y ait un essor monstrueux des problématiques autour de la marque employeur. Sinon, personne ne ferait de la marque employeur s'ils ne regardaient pas ça. Et donc oui, ils sont en quête de sens. Ça pareil, je te rejoins, je pense que tout le monde maintenant est en quête de sens, et quand on discute avec les personnes qui évoluent dans leur poste, moi je dirais que la quête de sens, moi je le retrouve plus sur des personnes un peu plus âgées que les jeunes. C'est-à-dire justement qui évoluent dans leur métier et qui, parce qu'ils ont cette expérience de vie, vont se dire, voilà, justement, parce que j'ai cette expérience de vie, maintenant j'aimerais passer à des choses qui ont du sens, alors que la génération Z est plus dans, on va dire, l'accumulation d'expérience. Je suis d'accord avec ça. Nous, on accompagne des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, notamment sur le problématique marque employeur, et on voit bien que dans le recrutement qu'ils vont avoir d'enseignants-chercheurs, ils vont aller chercher une
population qui a déjà une vie en entreprise et qui se dit je veux continuer à être stimulé et à gagner ma vie, mais je veux être dans un environnement où j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose. On le voit sur le slide, la génération Z plus fidèle à l'équipe qu'à l'entreprise. Alors j'aimerais rajouter quelque chose là-dessus, c'est qu'on dit souvent, dans les adages RH, on dit on choisit une entreprise et on reste pour ses managers. Ou on part pour ses managers. Donc là, il y a cette notion de je choisis des gens avec qui je bossais. Et moi, je dirais même que pour beaucoup de jeunes, au-delà du prestige de l'entreprise, ils vont aussi, en fonction du recrutement qui va avoir lieu, se dire j'ai envie de bosser avec ces gens-là en fait. Ce qui rend les choses compliquées parce qu'il faut que des managers soient en situation de bien raconter l'histoire et fassent une partie du boulot des RH. Et puis aussi, il y a le turnover simplement des managers qui fait que les managers ils bougent, les entreprises elles bougent. Et ça c'est compliqué. Est-ce que toi tu penses que cette notion humaine elle est clé? Oui, et d'ailleurs pour moi cet élément est un marqueur différenciant beaucoup plus fort que la recherche de quête de sens. Après, encore une fois, c'est pareil, c'est lié à des évolutions sociologiques et sans faire de la psychologie de comptoir. Aujourd'hui, notamment pour ceux qui avons des enfants ados ou un peu plus âgés, on voit bien que la relation à l'autre, elle est totalement décomplexée par rapport à... Même moi, je suis... elle est beaucoup plus décomplexée et j'ai le sentiment que... En effet, ils entretiennent des rapports beaucoup plus directs dans la vie de tous les jours. Et donc, forcément, c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'entreprise. Et donc, oui, pour moi, là, pour le coup, il y a un vrai marqueur générationnel. L'image de l'équipe est hyper importante. C'est la première chose que va voir la personne qui va intégrer l'entreprise. Donc, aujourd'hui, quand vous discutez avec un jeune qui se projette dans une entreprise, la première chose qu'il regarde, c'est son N+1. Parce que logiquement, s'il évolue, c'est la place qu'il va prendre. Donc, il se dit, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est cette catégorie de vie-là? Est-ce que c'est ces avantages-là? Est-ce que ça me donne envie de devenir comme ça? Donc, en fait, les managers ont une image essentielle dans les entreprises. C'est des vrais, ils représentent la marque. C'est eux qui vont la faire vivre et qui vont donner envie à leurs futurs talents de se projeter dans l'entreprise. Donc les entreprises doivent absolument être hyper vigilants à l'image qu'elles donnent à travers les managers, d'avoir une sorte de solidarité entre eux, parce qu'en fait, une entreprise où un jeune va débarquer, voit que ça se tire dans les pattes, c'est hyper compliqué. Ou tout simplement que les discours qu'il a pu avoir par quelqu'un des RH et des managers n'est pas aligné. C'est ça. Mais ça pose des questions RH dans le dur, qui sont des questions de formation notamment, qui sont un peu compliquées. Alors, j'ai un slide, c'est le dernier avec beaucoup de chiffres dedans, dans cette étude d'entreprise préférée que j'évoquais. Et bien sûr, on est à votre disposition pour ceux qui ne la connaissent pas de faire une réunion dédiée là-dessus. On voit la liste des critères. Et donc, rémunération, avantages sociaux, c'est le premier critère de choix. Mais moi, ce que je retiens de ce slide-là, c'est qu'en gros, ils veulent un peu tout. Alors après, il y a des différences selon les seniorités, les fonctions, les territoires, mais aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est que il faut cocher des cases et parfois, on a l'impression que c'est un mouton à beaucoup de pattes et que l'entreprise doit donner de l'autonomie, mais en même temps travailler en équipe, doit faire évoluer vite, mais pas trop vite, doit être bienveillante, mais en même temps stimulante. C'est pas évident. Et d'ailleurs, ça pose une des questions qu'on abordera plus tard, c'est quand vous êtes une marque employeur, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de dire je coche toutes les cases, et ça pose un problème de crédibilité, parce que les entreprises ne sont pas parfaites. Ou est-ce qu'on choisit d'aller sur un point de force particulier qui peut être par exemple l'état d'esprit de l'équipe, la culture de l'entreprise, au risque d'oublier d'autres? Alors voilà pour ce tour d'horizon rapide, très rapide, trop rapide sans doute. En gros, ce qu'on retient, c'est que c'est pas si simple que ça, finalement, sur un certain nombre de domaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour les marques employeurs? Nous, la façon dont on essaie de raconter l'histoire, c'est de se dire, finalement, les candidats, c'est des consommateurs. Alors, je pousse un peu peut-être le bouchon, mais quand on prend ce prisme-là, de se dire, les candidats, c'est des consommateurs, ils sont aussi exigeants que des consommateurs. Ils ne pardonnent rien comme des consommateurs. Comme des consommateurs, il faut les séduire. Comme des consommateurs, ils écoutent plus les avis d'autres consommateurs / candidats qui n'écoutent la voix de l'entreprise. Comme les shoppers ou les consommateurs, à un moment donné, si le parcours candidat il n'est pas bon, ils vont passer à autre chose. Alors moi, j'ai souvent ces discussions-là quand on raconte un peu cette histoire. Il y en a qui me disent, oui, mais un boulot, quand même, c'est pas, on n'achète pas des Kleenex. Hein.
Sauf que le rapport au travail, il a changé, et que quand vous êtes en pleine confiance et que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je retrouverai un taf, hein. Et c'est ce qui se passe, hein, avec Bien sûr. des démissions très rapides où les gens se disent, c'est pas très grave, je trouverai autre chose. Bah, finalement, ils ont ce comportement du consommateur qui va se dire, bah, je peux trouver un autre produit équivalent. Et quand on a ce prisme-là, tout d'un coup, ça conduit quand même un peu à revoir des fondamentaux de la marque employeur et des fondamentaux de la façon dont on raconte l'histoire et on déploie une marque employeur. Et l'idée là est d'aller sur 4-5 grandes tendances, mais gardez bien à l'esprit cette idée que le candidat a le même pouvoir, en tout cas, et crée les mêmes obligations, les mêmes complexités que quand une marque, une entreprise veut vendre à un consommateur. Le premier point, c'est cette idée de marque employeur avec marque en gros et employeur en petit. L'idée, c'est quoi? C'est que, bah, évidemment, dans marque employeur, il y a marque, et que peut-être jusqu'à maintenant, les marques employeurs ont raisonné en employeur. Avec une logique assez descendante dans les discours, en disant, ben voilà, je liste, je donne des preuves, ce qu'il faut faire, bien entendu, hein, mais je vais lister de façon assez descendante, dans une logique un peu d'information, sur qui je suis. Nous, on a le sentiment que ça ne suffit pas. Qu'une marque employeur doit se comporter comme une marque et doit faire un peu sa révolution publicitaire, et pardon de l'expression, mais si je prends les lessiviers, il y a 30 ans, les boîtes de FMCG, à l'époque, bah, la publicité, c'était je lave plus blanc, il y a une unique selling proposition, c'était pas créativement très intéressant. Et ces marques-là ont fait, les Procter, les Nestlé, etc., ont fait leur révolution. Il y a 20 ans déjà, hein, ou il y a 15 ans, en se rendant bien compte que la concurrence augmentait, il fallait se différencier, et donc il fallait aller chercher des registres de séduction beaucoup plus forts que simplement dire je lave plus blanc. Et moi, je trouve que les marques employeurs ont été beaucoup à l'ère de la réclame jusqu'à maintenant, et c'était très bien, ça suffisait pour recruter. Il suffisait de dire qu'on recrute, et là ça suffit plus, et les marques employeurs doivent se comporter en termes de marque. Et il me semble que ça veut dire plusieurs choses. D'abord, une marque employeur, elle doit être hyper raccord avec les autres marques. La marque corporate et la marque commerciale. C'est pas comme si un candidat, quand il voit des messages, se dit ah oui, la marque employeur me parle. Non, le candidat, il reçoit des stimuli de tous les sens. Il va sur les réseaux sociaux ailleurs, ou il utilise un produit quand c'est un produit B2C. Et il n'est pas en mode employeur, mais en revanche, il a besoin d'avoir une cohérence. Et pour nous, la cohérence des expressions de la marque employeur avec les autres expressions de la marque, elle est hyper importante. Je sais que tu es d'accord avec ça, qu'il faut que ce soit hyper raccord, parce qu'autrement, ben, tout d'un coup, on se dit c'est pas la même marque qui me parle, et on sait bien qu'une marque corporate va agir, un discours de marque corporate va agir sur un employeur ou une marque conso, et inversement, un discours de marque employeur, on le sait ça, hein, va faire du bien à la marque corporate. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, d'une certaine manière, qui se met en place. Sur la cible 17-24, qui est celle qu'on avait évoquée tout à l'heure, il y a quelque chose aussi qui est hyper intéressant et qu'on voit dans les commentaires justement sur les réseaux de toutes les boîtes qui font des très beaux contenus en termes de marque employeur, c'est qu'ils repèrent tout de suite les boîtes qui font semblant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'authenticité, ils la voient très vite et ils savent voir une entreprise qui fait ça parce qu'il faut le faire et une entreprise qui fait ça parce qu'au fond d'elle, vraiment, elle veut le faire et c'est plus fort qu'elle de vouloir transmettre. Et maintenant, il y a LinkedIn. Et LinkedIn permet tellement d'options aujourd'hui au grand public qu'en 2 minutes, ils peuvent aller voir si en effet les collaborateurs relaient les contenus, est-ce qu'ils se positionnent, est-ce qu'ils filment des éléments, est-ce qu'ils sont fiers de leur marque. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de la marque un peu employeur indirecte, finalement. Mais c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'arrêtent pas juste uniquement à regarder leur feed et qu'est-ce que cette entreprise propose en termes de marque employeur et de contenu sur la société. Tu dis un truc qui me semble hyper important, qui est la notion de dire la vérité, tout simplement. Oui. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les discours de marque employeur, bah, on est au minimum défiant ou distancié ou défiant, ou en se disant non mais c'est pas possible. Enfin, le monde n'est pas idéal, parfait, où dans toutes les boîtes tout est absolument incroyable. Et dans des univers comme le tien, dans des maisons de retraite, des EHPAD, bah, on sait bien que les conditions ne sont pas forcément évidentes, sont difficiles. Donc est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné une marque employeur qui, alors tout en étant donnant envie, bien sûr, il faut donner envie de rejoindre, mais d'assumer, une forme de transparence, et deux, assumer qu'on ne peut pas être pour tout le monde. Et peut-être que les marques employeurs, justement, veulent plaire à tout le monde, alors qu'il faut peut-être faire des choix en se disant, bah, il y a certaines personnalités ou certains parcours qui réussiront plus. Et juste avant de répondre à ça, pour rebondir sur candidat consommateur, je pense que tous, la recherche d'emploi aujourd'hui, quand on est dans de la recherche d'emploi, hein, on le fait tous, on a une attitude de consommateur. Aujourd'hui, quelqu'un qui recherche un emploi, il est sur son smartphone et il recherche l'annonce qui lui va bien
comme il le fait quand il cherche à s'acheter un vêtement, un produit consommable. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la symétrie des attentions, et il y a notamment, quand on parle de vases communicants, j'ai plus en tête, mais je pourrais la repartager, une étude qui a été il y a quelques années qui est sortie et qui explique les marques qui réussissent à fidéliser leurs clients sont celles qui ont réussi à fidéliser leurs collaborateurs, parce que l'étude, et je schématise, mais l'étude explique que le consommateur va évaluer la qualité de sa relation avec l'enseigne à la lumière dont il perçoit le traitement réservé par l'entreprise aux propres collaborateurs. Et ça, c'est une étude qui est hyper intéressante. Et troisième élément, encore une fois, qui vient illustrer ce que tu dis, Alain, c'est moi, j'ai eu des cas où vous avez des candidats qui ont postulé pour un emploi, et si l'expérience candidat s'est mal passée, ils ne sont plus consommateurs et clients de l'enseigne. Et je pense que tous, demain, dans une expérience candidat, si on considère qu'on a été mal traité par une marque, on va se dire, et en plus, je ne vais pas aller leur donner de l'argent. Ensuite, sur ta question, en effet, nous, notre prisme chez Colisée, nous, aujourd'hui, notre enjeu, il est un enjeu important, c'est d'accompagner les seniors, et notamment c'est pas joyeux, mais on les accompagne dans leurs dernières années de vie. Pour information, aujourd'hui, l'âge moyen d'un résident dans une maison de retraite, il est de 84 ans. Et ce qui n'était pas le cas. Donc, ils viennent passer leurs dernières années dans un environnement, et donc la qualité d'accompagnement, elle doit être irréprochable. Et nous, on a une conviction, c'est qu'accompagner quelqu'un, tu l'as dans les tripes ou tu ne l'as pas, en fait. Et donc, notre enjeu, nous, alors qu'il y a une pénurie de personnel, notre enjeu est de dire, on ne souhaite pas attirer et recruter n'importe qui. On souhaite recruter et attirer des gens qui nous ressemblent. Et des gens qui nous ressemblent, qui ressemblent à Colisée, ce sont des gens qui sont passionnés par l'accompagnement de nos résidents. Et donc, on arrive à la nécessité d'avoir une prise de parole authentique, transparente, parce que les conditions de travail vont être difficiles. Mais, en contrepartie, on a tout un programme d'accompagnement, il y a le sens et le plaisir qu'on prend au travail. Et donc, c'est tout le travail qu'on mène avec EPOCA sur cette question de marque employeur. Oui, c'est son métier gratifiant. Pour continuer sur la marque, on parlait de cohérence, on doit parler, me semble-t-il, aussi de présence et de mouvement. Parfois, les marques employeurs sont un peu statiques. Donc on va avoir un discours, une plateforme de marque employeur, puis on va faire un site carrière, bouger un peu les offres d'emploi, on va investir un peu aux médias, évidemment pas assez, parce que voilà, c'est pas juste l'agence qui parle, mais de façon générale, il y a un décalage entre ce qu'il faudrait faire pour émerger, avec un ticket d'entrée qui a monté, et les moyens qui sont mis aujourd'hui sur les marques employeurs. Une vraie marque, si on raisonne comme ça, une marque, elle donne toujours une raison de s'intéresser à elle. Donc la marque employeur, au-delà de nouvelles offres d'emploi régulières, elle doit toujours donner une réponse. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le monde de la marque employeur, et ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a un élément clé qui est des marques employeurs qui doivent devenir plus créatives. On parlait de ça en parlant de la lessive. Je voulais vous montrer quelques petits exemples rapides. Burger King. Alors, ce n'est pas l'agence EPOCA qui s'occupe de Burger King, peut-être un jour, mais l'agent qui s'en occupe fait un boulot incroyable sur toutes les expressions de la marque. Ils avaient, je l'ai passé rapidement en début, fait une campagne il y a quelques années qui dit « recrutez-nous ». Ils disaient aux étudiants « recrutez-nous ». Ça montre bien que le rapport de force a changé. Et ils ont fait une campagne que vous avez peut-être vue. C'est en télé, donc ils ont des moyens. C'est un garçon qui dit moi, je veux absolument être chirurgien, c'est ma passion. Et il est réfractaire au sang. En fait, il ne supporte pas le sang. Et de façon très loufoque, le film, il s'évanouit tout le temps. Et à la fin, il y a cette phrase géniale qui dit ok, c'est votre passion, mais en attendant, peut-être que si vous avez un plan B, ça pourrait fonctionner. Ça, c'est une démarche publicitaire. On va chercher un insight qui est bosser dans un fast-food. Au lieu de dire que c'est un truc formidablement gratifiant, pour beaucoup, c'est juste un petit boulot en attendant d'avoir mieux. Ce discours vérité, il crée une connivence à la marque qui est assez géniale. Alors nous, quand même, on fait des choses.
pour nous, c'est clé sur la marque employeur d'avoir la personnalité de la marque employeur. Comment on parle, c'est quoi les éléments de langage. On travaille beaucoup sur des chartes rédactionnelles de marque employeur. Ça, c'est toute la marque employeur qu'on a fait pour Decathlon. Ce serait une erreur de priver du droit à l'erreur. Être sur le banc, ça va bien 2 minutes. On dit Decathlon, on dit pas Decathlon. Disneyland Paris qu'on a accompagné. Alors, c'est vrai que c'est des marques fortes, hein, donc elles sont connues aussi. Ce qui aide quand même pour une marque employeur d'être connue. Rendez-vous à la machine à café. Donc voilà, donc nous on voit bien cette tendance à avoir des marques des discours de branding marque employeur plus surprenants, plus intéressants, plus captivants. On croit aussi beaucoup à l'idée d'opérations spéciales sur la marque employeur, de coûts, de choses propriétaires qui vont créer quelque chose au-delà de la campagne classique de branding. Et je ne peux pas résister à vous montrer quelque chose qui est assez vieux, qui ne vient pas de nous, qui a été fait en Australie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est Ikea qui ouvre dans une ville en Australie et qui se dit, mais j'ai un média génial, qui sont toutes les boîtes, tous les emballages de tous les produits qui sont achetés chez Ikea. Et ils ont reproduit, vous savez, la fameuse notice où tout le monde passe des heures à s'arracher les cheveux pour ceux qui en ont, en disant j'arrive pas à le monter. Ils ont recréé ça et c'est les Carrière écrit à la suédoise, instruction, et c'est les instructions pour monter ta carrière. Assemble ton futur, ça coûte rien, c'est juste génial. Alors pas uniquement sur le nombre de personnes que ça touche, mais après ça devient instinct et ça devient quelque chose dont on va parler. Ça dit une marque qui fait des coups comme ça. Et on pense que ce genre de choses va se développer, il faut les budgets bien entendu, mais on peut être smart pour faire des coups comme ça qui vont dire que la marque recrute de façon un peu intelligente et un peu différente. Donc créativité. Et puis dernier point, personnalisation du contenu. On l'évoquait un tout petit peu en disant bah oui, il faut une promesse chapeau pour dire voilà qui je suis, mais ensuite, comment on fait pour parler plus directement, plus spécifiquement, avec les bons arguments, à des agents de maintenance ou à des cadres, à des assistantes, comme à des gens plus confirmés. Et ça, c'est un vrai problème. Enfin, en tout cas, c'est un problème. C'est un vrai enjeu. Juste faire quelques vidéos métiers qui se courent après, pardon, hein, mais on n'a pas le sentiment que ça suffit. Il y a une marque qui fait ça très bien, qui est L'Oréal. Je vous encourage pour... alors c'est une marque formidable, bien entendu. Nous, on les accompagne notamment sur le rapport d'activité chaque année. Mais ils font un travail très fort de profondeur de contenu sur les alternants, par exemple. C'est pas juste une petite vidéo alternant. Ils ont réfléchi en se disant, un alternant, il veut quoi? Ils ont un vrai programme avec une profondeur de contenu. Ils ont fait un site carrière aux US avec un espace dédié sur la tech. On sait bien que les profils techniques, data, sont très durs à trouver. On ne peut pas leur parler de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une promesse chapeau, mais il faut leur donner du contenu, leur parler d'une certaine manière. Et ça, on voit ça de plus en plus. Donc du branded content employeur, du employee branded content, et de la personnalisation du contenu tout en restant cohérence. Mais ça demande de l'investissement des équipes avec la bonne agence pour faire en sorte d'aller en profondeur, pour leur raconter des choses qui vont être spécifiques sur chacun de leurs métiers et qui vont correspondre à leur attente. Il faut leur raconter une histoire. C'est ça, en fait, aujourd'hui, la clé, je pense, de la vidéo simple de présentation d'un métier. Toutes les entreprises sont passées par là, c'est bon, c'est plus devenu différenciant aujourd'hui. Ce qu'ils recherchent, c'est des histoires. Et en fait, aujourd'hui, notre cible, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'elle consomme autrement, donc même sur des nouveaux supports, jusqu'à TikTok. Donc comment aussi on adapte la marque employeur sur des réseaux comme TikTok ou Instagram via des Reels. Et forcément, lorsque vous avez quelque chose à raconter qui est vrai, le public réagit beaucoup mieux à ça et amplifie même le message derrière. Deuxième dimension, et je vais accélérer un tout petit peu pour qu'on ait bien le temps de parler de ce que tu fais, Emmanuel, ce qu'on appelle CX, alors UX, expérience utilisateur, CX, expérience candidat, le fameux funnel de recrutement, il est moche, mais il est important à avoir en tête, du plus haut de la notoriété jusqu'à le salarié, le collaborateur embauché qui devient un ambassadeur. La difficulté pour les marques employeurs, c'est comment on arrive à être actif à tous les moments du funnel. Et on ne peut pas faire la même chose à chaque moment du funnel. Quand vous êtes en haut du funnel, le sujet, il n'est pas de donner des preuves RH. Quand vous êtes un candidat qui, même pas en ce moment en train de comparer et dans une phase active de recherche, lui, il veut être séduit. Donc il faut être sur le haut, il faut donner des discours de séduction, de branding marque employeur. Mais plus vous descendez, il faut être sur des sujets où on va être très concret, sur des preuves RH qui dépassent, on fait de la formation et puis on a de la mobilité. Être le plus spécifique possible et le plus différenciant. Donc nous, quand on travaille sur ces sujets-là, on va à la recherche de la preuve. Enfin, c'est vraiment des commandos qui vont chercher la preuve, ou le symbolique parfois, ou des choses qui sont en train d'être faites pour se dire, il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça. Puis un autre point peut-être que je trouve intéressant, c'est de se dire que finalement la marque employeur, elle va après le recrutement. Que le onboarding, moi je trouve que le onboarding est un sujet de marque employeur. Parfois, il n'est pas traité dans le chantier marque employeur parce que ça fait partie aussi d'une expérience
de quelqu'un qui est encore dans sa tête candidat, et puis on voit tout simplement des gens qui quittent la boîte très vite, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne délivre pas les promesses. Alors je passe sur un film du tourisme. On travaille beaucoup, nous aussi, sur des secteurs économiques. Là, c'est une campagne qu'on a fait pour le ministère de l'économie, pour tous les métiers du tourisme, parce qu'il y a des secteurs qui ont du mal. Donc on est sur des logiques de filière. J'ai demandé à ChatGPT, bien entendu. On est obligé aujourd'hui. Je crois qu'on est obligé maintenant quasiment de le faire. Et lui aussi me dit que le onboarding, c'est clé d'un marque employeur. J'en profite puisqu'on parle de l'intelligence artificielle générative. On anime le 13 octobre, au sein d'un événement dont tu vas parler, un atelier dédié aux impacts, aux enjeux de l'intelligence artificielle sur la marque employeur, le recrutement et la formation. Vous serez invités, c'est de vrais sujets, on n'a pas toutes les réponses, mais qui sont importants à voir. Ce n'est pas nouveau l'intelligence artificielle pour la marque employeur et pour le recrutement, mais c'est évidemment en train de bouger. Et puis on parlait évidemment du recrutement collaboratif, on l'a déjà évoqué, entre manager et RH. Alors, salon et rencontre. La balle est dans ton camp. Emmanuel, je voudrais que tu nous racontes comment, dans le cadre de VL Media, tu as créé un système vertueux et puis surtout comment tu as déjà, et tu fais encore plus, en train de réinventer le salon, l'événement étudiant. Globalement, ça fait 25... Petite vidéo d'abord, pardon. Allez, avec grand plaisir. Allez. Si on peut lancer la vidéo, chers amis à la régie. On est carrément dans le truc, mec. C'est génial. On a essayé de réenchanter un peu l'expérience. Globalement, ça fait 25 ans que les salons de recrutement existent en France. En 25 ans, ça n'a pas évolué. C'est toujours le même principe. On prend des grands halls, des stands et c'est parti. Fin du concept, finalement, on met quelquefois quelques conférences avec quelqu'un qui déroule un PowerPoint pendant 1 heure où on s'endort un peu. L'idée, c'était de dire comment on peut créer quelque chose de nouveau, créer une expérience, que ce soit pour les jeunes qui vont venir, les 17-24 ans et même les jeunes diplômés, mais aussi pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est éprouvant ces salons-là, c'est fatigant, ça coûte cher, ça a un prix, le flux n'est pas toujours quali, il n'y a pas toujours du monde sur le stand, on n'a pas le temps forcément de discuter avec les écoles lorsque c'est dans des écoles ou des universités parce qu'on enchaîne des recrutements, c'est assez éprouvant. Et donc on a cherché un peu en interrogeant 700 lycéens, parents d'élèves, proviseurs, étudiants, des DRH, des CEO, sur comment on pouvait réenchanter un peu l'expérience salon. Et donc on a créé les salons Your Future. Principe de base, déjà on arrête les grands halls un peu froids et un peu tristounés. On a pris des lieux uniques, donc on a choisi les plus beaux stades, donc le Parc des Princes, Roland-Garros, le Groupama Stadium de Lyon, le Vélodrome à Marseille et le stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena. À Lille. Le principe, c'est quoi? C'est que vous avez d'un côté un peu plus de 70 entreprises qui viennent recruter en stage, en alternance, CDI, CDD et des contrats spéciaux. De l'autre côté, vous avez des formations qui correspondent à peu près aux entreprises qui sont présentes. Donc on essaye de connecter l'offre et la demande. Et au milieu de tout ça, on met des espaces pour que les jeunes soient coachés. Mais vraiment, pareil, là on est dans le vrai. On fait pas ça juste parce qu'il faut le faire. On a des psychologues, des morphopsychologues. On s'occupe d'habiller même les gens, de maquiller les filles si elles ont envie de se faire maquiller. Enfin, on va vraiment très loin dans le concept. On refait les CV, on refait même les photos de CV pour ceux qui ont encore des photos de CV. Donc on essaye vraiment d'aller loin dans le concept. Et finalement, les entreprises vont pouvoir non seulement recruter donc dans les loges des joueurs en plus, donc c'est très sympa en termes d'expérience. Le candidat, il se souviendra toute sa vie de son entretien dans la loge de Kylian Mbappé. Ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, la journée, on fait des conférences, des masterclass et des plateaux télé, donc dans les vestiaires des joueurs, dans les centres de conférences de presse, sur les terrains de tennis de Roland-Garros. Donc en termes d'expérience, pareil, ça change de la conférence classique, avec un animateur, des relances, des questions, c'est assez sympa. Et le soir, de 18h à 21h, on a les plus grands rassemblements de décideurs RH avec des décideurs de l'enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse se rencontrer. Aujourd'hui, quand on est recruteur, il y a tellement de formations et c'est pas prêt de s'arrêter, ça se multiplie les formations dans tous les domaines. On n'a pas le temps de discuter avec tout le monde. Il y a tellement de job boards, tellement de personnes à contacter. Là, l'idée, c'est qu'on prend le temps, tranquillement, un soir, d'échanger, de discuter, de dîner ensemble dans des lieux magnifiques
pour voir comment on peut renforcer les liens avec les formations, mais aussi même échanger entre bonnes pratiques RH entre les différents décideurs RH. 60 000 inscrits à chaque fois, 25 000 jeunes présents, ça marche hyper bien et donc on travaille évidemment avec EPOCA sur ces sujets-là. Et il y a un point moi, que je trouve, pardon, mais... Ouais, c'est la précale. Ouais, bluffant. J'allais y venir. Ouais. Voilà, c'est ça un peu qu'on a changé un peu par rapport au salon classique. On intégrait déjà depuis un petit moment l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, concrètement, quand vous faites un salon, quand vous êtes une entreprise, comment ça se passe? Vous signez un bon de commande pour faire un stand, vous allez le jour J, vous croisez les doigts pour qu'il y ait du monde sur le stand, et voilà, fin de l'histoire. Nous, on a inversé le rapport de force entre recruteurs et futurs recrutés. Comment ça se passe? En fait, en amont, on garantit un sourcing qui est contractuel. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les jeunes où ils sont, donc les universités, les CFA, les BTS, grâce aux assos étudiantes, aux juniors entreprises, aux BDE, grâce au service carrière, au service club, grâce à notre force de frappe sur les réseaux et aux centaines de milliers de personnes qui sont en basée et qui nous suivent au quotidien sur nos réseaux, grâce à de l'influence. Pareil, on est le plus gros salon d'orientation et de recrutement avec autant d'influenceurs sur le salon, près de 20 ambassadeurs qui viennent représenter le salon, des grosses campagnes sur TikTok et sur Instagram avec des contenus comme vous avez pu le voir, ça change des contenus institutionnels qu'on a l'habitude de voir sur les salons classiques et des partenaires évidemment médias connus et reconnus. Donc on va sourcer ces candidats, le jour J on les requalifie grâce aux équipes qui ont fait ce sourcing-là et c'est nous qui amenons finalement le candidat sur votre loge, sur votre stand. Et en fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, quand un jeune se présente sur votre stand, il est préqualifié. Il n'y a pas ce moment qui est terrible où vous allez dire à la personne je suis désolé, on n'a rien à vous proposer, ça ne correspond pas du tout. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un avant, pendant, après. Alors, on utilise un peu d'intelligence artificielle pour guider le parcours du jeune, mais il y a toujours un humain au bout. Et ce qui est intéressant, c'est à 3 mois. Nous, on n'est pas comme j'aime bien dire un peu à nos partenaires, j'ai pas de vendeur de stand chez moi. J'ai juste des personnes qui accompagnent des marques pour recruter. Et en fait, notre seul indicateur de réussite, c'est à 2-3 mois quand on se rappelle et qu'on se dit, voilà, j'ai pu recruter tant de CDI, tant de CDD. Comment on peut améliorer le salon? Parce qu'on a un comité de perfectionnement qui nous aide à mettre plein de nouvelles choses et d'être toujours à la pointe de ce qui se fait en termes de marque employeur et de recrutement. Et aujourd'hui, c'est des salons qui se développent un peu partout. Wow. Pour ceux, à la fin dans quelques minutes de nos échanges, on vous rappellera les dates à venir sur les prochains mois. Et la conférence, du coup, que tu as évoquée, ouais. hyper intéressante, avec de l'IA, en effet, qui sera complètement intégrée dans le thème de la conférence, qui aura lieu, du coup, le 13 et 14 octobre. 13 et 14 octobre. Et le 13 octobre, du coup, pour cette conférence-là, au soir, à Roland-Garros. Et évidemment, tout le monde est invité. Mais on rappellera les dates pour ceux qui ne sont pas encore partenaires de Your Future. C'est le moment d'appuyer sur le bouton. Moi, il a réussi à me convaincre. Ouais, et c'est pas... Je connais ma position sur les salons. On a hâte de travailler avec Colisée. Je voudrais vous montrer un autre film d'un client qu'on accompagne chez EPOCA. Il y a les salons, il y a les événements qui existent sur lesquels enfin quelqu'un est en train de réinventer un peu les choses. Et puis il y a les événements propriétaires de recrutement, des job dating, sur lesquels nous on est assez actifs. C'est pas évident de se différencier. Il faut essayer d'imaginer des choses un tout petit peu fortes. Je parlais d'OP spécial et on accompagne déjà depuis plusieurs années. La 3e édition arrivera. Leclerc, les centres Leclerc sur la grande rencontre de l'emploi. Le film vous en dira un peu plus. Je veux bien qu'on le lance en régie. Aujourd'hui est organisée la grande rencontre pour vraiment pouvoir dédier cette journée à parler emploi. J'ai donné mon CV, très bonne initiative, c'est très bien. Ça nous pousse à venir pour travailler, quoi. J'ai découvert les dessous, on va dire, de la grande distribution. Je pensais pas qu'on pouvait évoluer à ce point-là. Le fait de voir ce qui se passe derrière, ça m'a plus motivée d'en faire mon métier. J'espère. Les gens qui viennent nous voir vont découvrir des métiers qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est important de montrer tout ce qu'aujourd'hui on est capable de faire dans nos magasins. Dans la distribution, on peut vraiment grandir dans les métiers, voire changer de métier sous une même enseigne. Ça bouge beaucoup et donc ça touche un peu à tout, aux produits, aux services. Il y a des métiers passionnants. Alors tout le monde n'est pas Leclerc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un trafic naturel, parce que clairement on est allé se plugger dans les centres commerciaux à l'entrée pour profiter le week-end de tout ça. Des milliers de recrutements qui ont été faits, mais en revanche on a évidemment travaillé tout un branding, on a utilisé
outils de communication qui existent, de relation entre un client et Leclerc pour mettre des messages de recrutement dessus. On essaie d'être malin. Et puis tout l'accompagnement en communication, c'est en train de devenir un rendez-vous. Donc on est beaucoup, nous, dans essayer de réinventer sur ces événements-là, que ce ne soit pas juste un job dating de plus. Rapidement, pour qu'on puisse tenir les délais, deux autres tendances, il y en aurait beaucoup d'autres qui sont importantes à nos yeux. RSE et puis le S de RSE, la dimension sociale, inclusion, diversité, évidemment un sujet hyper important sociétalement, et, voilà, mais qui devient aujourd'hui, mais c'est intéressant de vous entendre très rapidement, un vrai sujet aussi de prise de parole de la marque employeur. Est-ce qu'il faut, à votre sens, les mettre en avant? Si évidemment on a des choses à raconter, mais je sais que toi c'est des sujets que tu connais bien aussi. À titre personnel, moi je trouve que c'est terrible qu'en 2023, pour moi c'est tellement évident que d'en parler encore, je trouve qu'on a du retard en fait. Ça devrait être tellement acquis tout ça et qu'on soit encore à se poser des questions comme ça. Moi, je trouve que du coup on est une société hyper en retard parce que pour moi c'est même plus des questions. Ça y est, on a déjà dépassé tout ça, on est déjà beaucoup plus loin. Maintenant, à titre d'organisateur d'événements, et donc je vois en effet comment les entreprises y attellent une attention, et c'est le travail du coup qui est fait aussi avec la Fondation Mosaïque qui est avec nous sur nos événements. C'est essentiel. Il faut absolument vite régler ces questions-là. C'est des questions qui prennent du temps. Il faut aller chercher loin. Il y a des acteurs qui sont spécialisés, mais c'est une question qu'il faut résoudre vite parce que ça ne devrait pas être une question. On est en 2023. On est sur des sociétés qui, pour certaines, qui se posent ces questions-là, qui sont mondialisées. C'est-à-dire, c'est des questions pour moi qui devraient plus se poser. Et il faut du coup s'occuper de ça. Et ça passe aussi par un travail avec les associations. Ça passe par des événements comme les nôtres, mais les autres événements aussi. C'est-à-dire il faut être présent parce qu'il faut différencier le candidat, exactement ce que tu as dit tout à l'heure, qui clique à tout va. Donc sur le job board, c'est très bien, mais qui va faire l'effort, qui va s'habiller, qui va se rendre sur l'événement, etc. Parce qu'en fait, c'est lui qui est le plus intéressé, qui est hyper intéressant, je trouve, parce qu'il va faire l'effort, quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit où il habite, de venir, de se présenter et d'aller jusqu'au bout. Et rien que ça, pour moi, c'est une preuve de motivation qui est dingue. Et les événements, pour moi, sont des vrais indicateurs de la motivation de ces gens-là et permettent en effet d'aller vers ces questions-là. Entre autres, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Forcément, on peut être que d'accord. Et si je dois rajouter quelque chose à ce que tu dis, Emmanuel, c'est, je pense que là, comme on s'adresse à un public de RH, de DRH, juste que chaque DRH ait bien en tête qu'il est le premier responsable dans les entreprises pour faire bouger les choses. Si le DRH n'en est pas convaincu et qu'il ne le fait pas, ça ne se fera pas tout seul dans l'entreprise. Donc, voilà. Sujet important pour nous, on organise, certains sans doute sont au courant, ou parfois sont partenaires, le sommet de l'inclusion économique en partenariat avec la Fondation Mosaïque et Mosaïque RH, avec Saïd Amouche qui était d'ailleurs dans le locaux hier. Conférence, ça aura lieu donc le 28 novembre, mais conférence de lancement du sommet de l'inclusion économique le 28 septembre. On vous verra tous les détails. Il reste encore de la place. Sujet extrêmement important. Et puis, dernier point, Collab First, avec deux dimensions là-dedans sur la marque employeur. D'abord, une collaboration entre la direction de la communication et la direction des ressources humaines. Le sujet, il est entre les deux. Et une marque employeur ambitieuse ne peut fonctionner que si la direction de la communication, la direction des ressources humaines est en collaboration d'une grande fluidité. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enjeux politiques, bien sûr, qui se greffent à tout ça. Parfois, la marque employeur, elle est complètement RH, ou une partie au RH, une partie est à la com. Il y a des batailles sur les budgets. Mais vu que les budgets ne sont pas suffisants, il faut mettre en commun dans ce pot commun. Et il faut qu'ensemble, il y ait un travail qui est fait, parce qu'on l'évoquait avant, il faut une synchronisation la plus forte possible entre tous les messages de marque. Et puis le deuxième Collab Force, c'est aussi, bien entendu, l'utilisation, en tout cas les collaborateurs qui sont le premier vecteur, évidemment, des messages de marque employeur. On a tous entendu parler, et ça existe bien sûr, des programmes d'employés advocacy ou d'ambassadeurat. Dans l'ensemble, ce qu'on voit, nous, c'est que c'est relativement peu bien fait, que des petits programmes d'advocacy, il y en a. Des ambassadeurs, c'est un mot un peu galvaudé, tout le monde est ambassadeur de quelque chose. Mais on sait bien que quand c'est bien fait, quand il y a des outils, quand il y a des personnes qui s'en occupent vraiment, quand ça fait partie de la job de l'entretien annuel et pas juste un petit truc que tu fais en plus, c'est un vecteur de crédibilité formidable, évidemment, pour faire rayonner une marque employeur, parce que le discours, il est plus crédible quand il vient d'un collaborateur ou d'un partenaire que quand il vient, évidemment, de l'entreprise. C'est clair, je pense que vous serez d'accord dans la salle, mais il y a rien qui donne plus envie
qu'un collaborateur qui parle bien de son entreprise. Mais qui parle bien, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu vois, sur nos salons, on demande toujours aux RH de venir avec des collaborateurs. Et pas que avec des RH qui viennent recruter des talent acquisition. Pourquoi ? Parce que le collaborateur va expliquer ce qu'il fait, il va montrer, et même hors salon, dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui parle bien de son entreprise et qui est convaincu, et qui n'est pas publicitaire dans son discours, c'est la majorité du travail de séduction qui est faite, et qui du coup va créer évidemment de l'envie côté candidat. C'est essentiel. Alain, juste pour compléter sur la collaboration avec nos collègues du marketing et de la com, il faut avoir conscience que l'ADRH dans son ensemble, on manque d'expertise et de maturité sur ces sujets-là, puisque juste quand on parle de prédictivité, de service après-vente, de connaissances, de persona nos collègues du marketing, ils le font depuis un demi-siècle. Hein. Et il est plus facile, moi par expérience, je le vois dans les entreprises, hein, il a toujours été plus facile pour mes collègues du marketing et de la com d'obtenir des moyens que la DRH. Et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'au contraire, moi j'en ai toujours fait une opportunité et je me suis toujours appuyé sur mes collègues du marketing et de la com pour m'aider à travailler ces questions-là. Et généralement, ils sont demandeurs de pouvoir aider les DRH à assurer la continuité entre la marque commerciale et la marque employeur. Alors, dernier slide, des dates importantes à retenir, Emmanuel, sur Your Future et les prochaines dates. Oui, ça arrive très vite du coup. Hein. J'ai du mal souvent à mesurer, mais 13-14 octobre, on a le stade Roland-Garros, donc ça va être très sympa. C'est très rare qu'il y ait des événements de ce type-là à Roland-Garros, c'est une première, surtout que le stade a été complètement refait. Et dans le cadre des JO, il y a plein de nouveautés à découvrir durant l'événement, en plus de trouver son futur stage, sa future alternance ou sa première embauche. Lyon, ça c'est un stade qui est très connu, je pense que voilà, ça va être hyper intéressant. Ce qui va être important de noter, c'est que ce n'est pas les mêmes secteurs qui sont représentés en fonction des territoires. C'est-à-dire en fonction des territoires, il y a une demande et une offre qui est très différente. Et nous, notre but, c'est on est des connecteurs, c'est de connecter l'offre et la demande. Et donc en fonction de ces événements, vous n'hésitez pas, on est à votre disposition pour en parler, sachant que ça se remplit hyper vite à chaque fois. Plein d'autres dates aussi sur des ateliers, sur ce format qu'on fait de notre côté sur la marque corporate, sur la communication interne. On a aussi, pendant la semaine européenne du handicap, une table ronde qu'on va mettre en place sur le sujet du handicap au service de la marque employeur. Donc voilà, on continue à essayer de vous donner des éclairages et de partager, d'échanger autour de ces sujets. Merci infiniment de votre temps, de votre attention. À très vite sur ce plateau. Merci.